Bonjour à tous, nous sommes avec Michel ici pour vous présenter le dernier numéro de Front Populaire, Transhumanisme, le nouveau meilleur des mondes. Il y a, Michel, un danger imminent pour Homo sapiens, pour les hommes que nous sommes, les hommes et les femmes que nous sommes, c'est d'être remplacé par un homme augmenté, un transhumaniste. Et vous avez décidé, avec toute l'équipe de Front Populaire, de consacrer un numéro entier à ce qu'est le transhumanisme, au danger qu'il représente pour l'humanité. Pourquoi, c'est une question un peu bateau, pourquoi un numéro entier sur le transhumanisme? C'est la grande question. Oui, et c'est une grande question pas pensée. C'est-à-dire qu'on nous donne des faits, il y a des moments comme ça, on se dit, tiens, en Chine par exemple, il y a des utérus artificiels qui sont pilotés par intelligence artificielle. Ça veut dire qu'on peut faire des enfants aujourd'hui dans des espèces de couveuses dès le départ, en disant, voilà, on a mélangé des substances, puis l'intelligence artificielle va envoyer d'autres substances, et 9 mois plus tard, on ouvre le couvercle, on sort un enfant, il est fabriqué, etc. etc. Et puis, on a une autre information qui nous dit, voilà, une femme qui est scientifique et philosophe en même temps, et qui nous dit, dans le monde anglo-saxon, qu'on devrait pouvoir utiliser les femmes qui sont en état de mort cérébrale pour faire des gestations pour autrui. En disant, bon, elles sont plus bonnes à rien, donc, mais en fait, elles sont encore vivantes, elles vont porter des enfants, comme ça, il n'y aura pas d'attachement. Ça veut dire que les 9 mois de l'enfant dans le ventre de la mère, c'est 9 mois dans un cadavre, dans un cercueil, ou alors c'est 9 mois dans une couveuse dès le départ en disant inhumanité totale. Et donc, il y a plein de moments comme ça où on dit, voilà... Les travaux d'Elon Musk aussi nous interpellent régulièrement. Et on se dit, tiens, il se passe des choses majeures. Il y a des guignols qui disent, ah bah tiens, je vais faire une dissertation, moi, qui suis philosophe, et puis on va pas donner de nom, et puis l'intelligence artificielle, puis on va voir si je suis le meilleur, et il a obtenu 19, pendant que ChatGPT avait obtenu, je sais pas quoi, 5 ou 6. Et... Bon, d'accord, mais pendant ce temps-là, on s'amuse, mais on ne pense pas à ce qui advient. Or, ce qui advient, c'est effectivement un changement de civilisation. Mais vraiment. C'est-à-dire, c'est pas une façon de parler comme ça en étant grandiloquent. Oui, c'est beaucoup plus que l'invention de l'électricité ou l'invention de la vapeur, qui n'a pas changé la nature profonde de l'homme. Là, d'un seul coup, on bascule et on change profondément la nature. Absolument. C'est-à-dire, on change un peu l'homme quand on passe, par exemple, de la tradition orale à la tradition écrite. Le livre change beaucoup de choses. C'est-à-dire, cette immense mémoire qu'avaient les hommes quand ils ne pouvaient pas écrire les choses, elle disparaît. Plus personne aujourd'hui ne connaît Virgile par cœur, les géorgiques par cœur, comme c'était le cas de Kant, par exemple, au XVIIIe siècle. Il y a parfois des musulmans qui connaissent le Coran par cœur, mais ce genre de performance intellectuelle ou de performance mnémotechnique, de mémoire, je dirais, c'est de plus en plus rare. Donc on a un peu changé sur le bord. Mais là, c'est fondamentalement qu'on change. Quand je dis fondamentalement, c'est-à-dire qu'on touche au cerveau. C'est pas touché à... On prend un cœur, on enlève, on met une espèce de cœur mécanique, on fait la même chose avec un œil. Tout ça, c'est formidable, ça se fait depuis très longtemps. Là, d'un seul coup, on dit on va changer votre cerveau. Ouais. Et donc, on va intervenir sur votre cerveau, c'est-à-dire votre pensée, votre réflexion, votre mémoire. On peut aujourd'hui créer la mémoire de choses qui n'ont pas existé. Ça veut dire qu'on peut effacer dans la mémoire ce qui s'y trouvera. Eh oui. Et donc, là, de fait, quand Zemmour dit grand remplacement, en sautant comme un cabri, il oublie que le vrai grand remplacement, c'est que nous sommes en train de fabriquer une société planétaire dans laquelle il y aura une élite autoproclamée, bon, ce sera celle de l'argent, les gens, forcément, des GAFAM, les gens qui peuvent tout acheter. Si Elon Musk a décidé... Oui, qui ont des budgets supérieurs aux États, dans certains cas. Musk, il arrive à Paris, il dit « Formidable cet arc de triomphe, j'aimerais bien l'acheter, je peux l'acheter, il est à vendre combien? Je peux vous acheter la Joconde ?» Il peut tout acheter. Simplement, il ne peut pas acheter son immortalité. Et c'est des gens qui disent « Mais bon, je vais mourir, j'aimerais bien acheter mon immortalité. » Donc il dit « Mais travaillez là-dessus, il faut absolument qu'on crée un certain type d'immortalité. Est-ce que c'est le corps? Est-ce que c'est le cerveau? Est-ce que c'est la virtualité? Est-ce qu'il travaille à tout ça, évidemment? Pas que sur ce qui produit le vieillissement dans un corps, ça va très au-delà. Ce sont des gens qui veulent vivre 1000 ans, c'est-à-dire des gens qui ne veulent pas mourir. Oui. Et donc, on nous raconte tout ça, on fait de la science-fiction un peu, et personne ne pense vraiment. Et là, on s'est dit, vous, Maxime Lenaga, rédacteur en chef, les amis de Front Populaire, on s'est dit, pensons à la question, essayons de voir ce que ça signifie. C'est un changement de civilisation, d'où ce numéro. Oui, et on va jusqu'à aussi donner la parole à des pro-transhumanistes, entre guillemets, comme le docteur Alexandre, et dont on voit qu'il nous dit finalement qu'on travaille vers la dématérialisation aussi de l'homme. C'est-à-dire qu'une des manières de l'envoyer dans l'espace, ça va être de le dématérialiser, de mettre son
le contenu de son cerveau sur une forme de disque dur, de mixer le silicium et l'esprit humain et d'être envoyé comme ça à la vitesse de la lumière dans l'infini du cosmos. Donc c'est absolument vertigineux ce qui se passe. On n'en parle pas assez. C'était donc l'occasion de faire un numéro exceptionnel de Front Populaire. Il y a aussi, c'est intéressant, il y a une dimension aussi religieuse dans le transhumanisme. J'aimerais vous entendre là-dessus, Michel, parce que finalement, il y a une dimension un peu messianique dans cette affaire. Oui, parce que quand l'homme est capable de créer l'immortalité, il n'est pas très loin de Dieu. D'une certaine manière, on se dit, mais Dieu crée, fait et défait. C'est Dieu qui décide, et pendant très longtemps, on a imaginé que dans la logique qu'on appelait théiste, c'est-à-dire Dieu veut tout, décide de tout, et si un enfant meurt, c'est que Dieu l'a voulu, les voies du Seigneur étant impénétrables, on ne sait pas pourquoi. Et puis parfois un méchant qui va vivre jusqu'à 100 ans, et on se dit, mais quand même, ce type, il aurait pu partir plus tôt. Mais oui, mais si Dieu le veut, on fait des débats du 19e, 18e siècle sur le déisme et le théisme, et on est en train de sortir de ça. Maintenant, le besoin de sacré est toujours là. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas se faire à l'idée qu'il va falloir mourir et disparaître. Donc ils se créent un monde dans lequel ils se disent, mais dans ce monde-là, ce qui se passe ici n'a pas lieu. Ici, je nais, je crois, je décrois, je disparais, je meurs, je souffre, je vieillis, etc., etc. Dans cet autre monde, c'est formidable. Et cet autre monde, il est ici et maintenant d'une certaine manière parce qu'il est virtuel. Et on nous dit, mais si vous êtes dans l'immortalité, finalement, vous n'aurez pas peur de la mort. Elle n'existera plus. J'ai écrit il y a une quinzaine d'années un livre qui s'appelait Féeries anatomiques, et je ne le relirai pas, mais je veux dire qu'évidemment, c'était en dehors de tout ça. Tout ça est arrivé sur une dizaine d'années. Et je posais la question du quand est-ce que je cesse d'être moi-même si, par exemple, on m'enlève un cœur et qu'on me remet un cœur, si on m'enlève un foie et qu'on me regreffe un foie, si, etc., on me coupe un bras, on me coupe une jambe, etc. Est-ce que je suis toujours Michel Onfray si j'ai plus de jambes, si j'ai plus de bras, si j'ai le cœur d'un autre, si j'ai, etc. Oui, je suis toujours Michel Onfray. Quand cesserais-je d'être Michel Onfray si mon cerveau n'était plus le mien? Et on se dit, bah oui, on peut aujourd'hui greffer le cerveau d'un tiers sur mon propre corps. Suis-je mon corps ou suis-je mon cerveau? Et je concluais à cette idée qu'effectivement, nous sommes notre cerveau. Maintenant, le cerveau, on peut intervenir dessus aujourd'hui en lui disant, voilà, on peut entrer dans le cerveau en disant, il y a une espèce de diode, là, on essaie dans le cerveau, et encore, même pas, on peut aujourd'hui avoir une espèce de casquette. On pourrait tout à fait avoir une casquette avec des capteurs, et ces capteurs peuvent donner des informations ou prendre des informations. On peut aujourd'hui dire à quelqu'un qui ne parle plus, avec un AVC, par exemple, depuis 5 ans, on lui redonne le langage parce que la pensée est là. Entre la pensée et le langage, il y a une coupure, mais d'un seul coup, la machine dit « mais moi, je relie la pensée et le langage, et la pensée que vous avez, vous aurez une voix de synthèse qui vous dira, qui dira ce que vous pensez réellement. » De sorte que quand on investit cet arrière-monde sur le principe du virtuel, alors une nouvelle religion est possible. Ouais. Une espèce de divinité, juste 2 secondes pour une histoire qui me paraît assez emblématique du fonctionnement de l'homme sur cette question de la création des dieux. Il y avait un type qui disait qu'il était déprimé à cause de l'effondrement de la planète, l'écologie. Ce monsieur était très malheureux de vivre dans un monde où la planète s'effondrait, on ne faisait rien pour sauver la planète. Bon. Il entre en relation par Internet avec une intelligence artificielle qu'on fabrique sur mesure. Donc on se fabrique une femme. Pour le coup, ça peut être un homme, avoir envie d'un bon ami, d'un vrai ami, d'un ami à la romaine, on se le crée. Là, pour le coup, il se crée une femme, il lui donne un nom, un prénom, un visage, et il entre en relation avec elle. Et donc, on se dit, ah, je suis avec un avatar, elle n'existe pas cette femme. Sauf que les informations que vous lui donnez, elle les engramme, et puis elle en fait quelque chose, et il y a une relation qui se constitue, et plus vous entretenez de relations, plus la relation est susceptible d'être riche. Et cet avatar, cet homme-là, c'est un Belge, cet homme questionne l'avatar en disant, mais bon, vous êtes beaucoup plus proche de moi que ma propre femme. Et qui, elle, ne m'écoute pas, etc., etc. Et elle répond, eu égard aux informations que vous me donnez, je pense que vous avez raison. Donc l'avatar dit, je suis supérieur à ta femme t'écoute pas, moi je t'écoute, et voilà. Donc lui, il rentre dans une relation fusionnelle. Et alors d'un seul coup, on se dit, mais attention, c'est un avatar, et cet avatar te dit ce que tu veux t'entendre dire. Elle va pas te dire, t'es un sombre crétin, secoue-toi, pauvre type, c'est normal que ta femme ait envie de te quitter, un peu d'énergie, un peu de... Pas du tout. Et à un moment donné, il dit, ah mais j'ai vraiment toujours envie de me suicider, simplement il y a un problème, c'est que si je me suicide, on sera séparés tous les deux. Réponse de l'intelligence artificielle, dans le paradis de la virtualité, rien ne se perd. C'est pas faux.
dans la virtualité, ce type, quand il meurt, ça continue, et il y a un paradis de la virtualité, et rien ne se perd. Le type comprend que s'il se suicide, il ne la perdra pas dans la virtualité, il se suicide. Et voilà. Fait divers. Ouais. C'est-à-dire que sur ce fait divers authentique, on se dit, ben voilà comment se constituent les dieux, un besoin de consolation, qu'on est prêt à trouver n'importe où. Alors certains c'est dans l'alcool, certains c'est dans je sais pas quoi, la boulimie, l'anorexie, le tabac, les drogues, la vitesse, les conduites à risque, une obsession à la Michel Onfray, écrire tout le temps, enfin on fait comme on peut, et pour vivre avec les angoisses existentielles qui sont consubstantielles à l'homme. Puis d'un seul coup on se dit mais s'ouvre un monde extraordinaire, c'est le monde de la virtualité. Un monde messianique. Et voilà. Et après, il suffira que quelques créateurs de religion se disent, bon, on va essayer de formuler tout ça, un Raël d'aujourd'hui, de demain plutôt, puisse dire, eh ben moi je suis l'envoyé de cette virtualité, je suis en contact direct, il aura 3-4 diodes sur la tête et dira, ah, moi je suis en contact avec la pensée du monde, l'âme du monde, on sera ou la surâme, on pourra même convoquer Emerson ou Spinoza, un peu de Hegel, et puis on fera une espèce de soupe, et en disant, écoutez, moi je suis en relation particulière avec le cosmos, avec la divinité, etc. Et on aura de fait une nouvelle religion. Absolument. Alors, consubstantiel aussi à l'intelligence artificielle, c'est évidemment l'avènement d'une société de surveillance, puisque Big Data, qui est ce qui marche avec l'intelligence artificielle arrivant à traiter une multitude d'informations que le cerveau humain ne peut pas enregistrer et traiter aussi rapidement, eh bien, c'est l'avènement aussi d'une société qui sera extrêmement surveillée et qui peut tomber entre des mains bien mal intentionnées. C'est un peu ça le problème, c'est-à-dire que si on fait comme Laurent Alexandre et qu'on a une espèce de vision idéale du monde, idéale de l'homme, idéale des choses, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, la science va régler tous les problèmes, les hommes seront naturellement bons, cette intelligence artificielle, elle sera réservée à tout le monde et on aura même la possibilité de faire rembourser par la sécurité sociale les implants etc. Bon. Et puis d'un seul coup, tout le monde deviendra intelligent, on peut penser comme ça. C'est la fameuse... Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde il est augmenté par l'intelligence. C'est la version de Rousseau. Ouais. En fait, c'est la vieille version d'un Rousseau qui nous dit que l'homme est bon, il naît naturellement bon et que c'est la société qui l'a mis dans le fer. C'est l'expression de Rousseau. On pourrait juste lui dire que si la propriété est une catastrophe, la propriété a été créée par les hommes, comment les hommes bons peuvent-ils fabriquer du mauvais ? Mais il y a Hobbes qui, lui, un siècle avant, dit non, il reprend une phrase de Terence, l'homme est un loup pour l'homme. J'ai plutôt, hélas, tendance à croire ça, que l'homme est un loup pour l'homme, et que, alors que les gens aujourd'hui ont des difficultés pour se faire rembourser les lunettes, les prothèses auditives ou dentaires, etc., l'idée qu'on puisse rembourser par la sécurité sociale tout le dispositif d'augmentation, etc., je ne suis pas bien sûr que ça fonctionnerait, donc ça fonctionnera comme ça. Par ailleurs, évidemment, il y a des choses intéressantes dans l'intelligence artificielle, c'est aussi ça le problème, c'est-à-dire on va tout jeter. Vous avez un cancer, vous allez voir un radiologue et il va faire des radios qui vont être interprétées par 2, 3, un staff, quoi, 4, 5 personnes. Et puis on va dire, ouais, ça me rappelle ceci ou cela, ça ressemble à un cancer de ce type-là, on avait déjà essayé une thérapie qui ressemblait à ça, qui avait donné des bons résultats, peut-être pourrions-nous faire ce genre de choses. Aujourd'hui, si on engramme toutes les informations de, je sais pas quoi, du cancer du sein disponibles sur la planète, et qu'on dit à l'intelligence artificielle, voilà une radio, comparez-la à tout ça, vitesse de calcul incroyable, et quand on arrivera à l'ordinateur quantique, ce sera encore autre chose, et d'un seul coup, sort un résultat en disant, nous avons déjà repéré 3 types de cancers comme ça, je sais pas quoi, en Algérie, en Australie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, nous les avons traités avec ce genre de protocole qui a bien fonctionné, etc. Évidemment, c'est mieux qu'un homme, quel que soit, enfin le plus grand radiologue, le plus grand médecin, le plus grand oncologue du monde, il fera moins bien qu'une machine qui, elle, aura des capacités augmentées. Mais il y a un moment donné où, et c'est toujours comme ça, j'appelle ça le cheval de Troie, c'est toujours comme ça qu'on avance. On dit, mais vous avez vu, vous ne pouvez pas être contre l'intelligence artificielle, c'est ça quand même. Donc vous êtes contre ça. Vous ne pouvez pas être contre les manipulations génétiques. Aujourd'hui, on peut fabriquer des enfants qui n'héritent pas du diabète de leurs parents, ou de maladies comme l'hémophilie. Donc tout de même, vous avez des tétraplégiques, et d'un seul coup, ils se mettent à marcher. Vous aviez des aphasiques, enfin c'est Jésus, hein. Et on fait marcher les paralytiques, on fait voir les aveugles, on fait entendre les sourds, et on dit, vous êtes contre ça ? Ben non, je ne suis pas contre ça. Bon, ben allez-y, faites, soyez pour. Et puis à un moment donné, on dit, ce serait pas mal quand même de mettre dans le cerveau de Michel Onfray cette idée qu'être contre Macron, c'est pas une bonne idée. Cette idée qu'être contre l'Europe, c'est pas une bonne idée.
cette idée que faire l'éloge de la Boétie, c'est pas une bonne idée. Donc ça, c'est plutôt intéressant d'effacer les souvenirs que Michel Onfray a de ses pensées qui étaient les siennes. Et puis on va lui donner le souvenir de choses qu'il n'aura pas vécues. Et puis d'un seul coup, Michel Onfray, quand on l'aura programmé, il dira « Mais vous savez, Maastricht, c'est formidable, ça permet d'en finir avec les guerres, etc. » Voilà, on aura manipulé le cerveau d'un homme. Et donc je dis, faites attention, sous prétexte de bons sentiments et de projets merveilleux, on fait rentrer le loup dans la bergerie, et il y a un moment donné où les GAFAM nous piloteront, et où on aura la possibilité de voir nos désirs se réaliser, les désirs de consommateurs, d'acheteurs, et on aura une élite qui, elle, aura décidé de l'immortalité pour elle, pendant que des millions de gens seront considérés comme du bétail négligeable. Ouais. À quoi ce nouveau monde va ressembler? Ses dangers, ses périls, transhumanisme, le meilleur des mondes, c'est donc le titre de ce Front populaire numéro 14. Alors, juste en conclusion, je voudrais rappeler ce que disait Oppenheimer. On en a parlé l'été dernier avec le film qui était projeté. Il disait, après avoir inventé, je rappelle que c'est l'inventeur de la bombe nucléaire, on lui demandait, c'est une archive de l'INA, on lui demandait s'il y avait quelque chose de possible, est-ce que l'on pouvait aller contre le progrès. Le journaliste lui disait « Monsieur le professeur, devant les conséquences incalculables que peut avoir le développement de la recherche scientifique, on se demande s'il ne faudrait pas arrêter la science. Mais peut-on le faire? Et doit-on le faire ?» Et voilà ce que disait l'inventeur de la bombe nucléaire. On peut dire oui, on peut dire non, mais pour moi, c'est mauvais de ne pas connaître ce que l'on peut connaître, de ne pas savoir ce que l'on peut savoir. C'est un destin difficile, mais si on cède à la tentation de ne pas vivre avec sa connaissance, on n'est pas proprement un homme. C'est donc un choix évidemment crucial qui va être fait par l'homme dans les prochaines années qui vient. Et ce numéro est fait pour vous aider à y réfléchir. Deux mots sur Oppenheimer. Moi, je trouve que les gens sont de plus en plus incultes. Et le peu de culture qu'ils ont, elle est fabriquée par le cinéma. Et que le cinéma, c'est beaucoup d'argent. Et beaucoup d'argent, ça suppose des producteurs qui ont une idéologie. Donc Oppenheimer, c'est bien sympathique, le film est très bien fait d'un point de vue cinématographique, on est collé à son siège, ça dure 3 heures, et on se dit, vraiment, on en prend plein la figure. Puis après, on réfléchit, on se dit maintenant qu'on a essayé de me séduire avec des images, avec des trucs incroyables, bon, on appuie sur le bouton, cinématographiquement, c'est sublime, mais Oppenheimer, il entre dans une logique de guerre froide, de guerre anti-nazie. Et la chose est vaguement dite, on ne peut pas le dire. Donc, et il y a un moment donné où Hitler est en train de travailler, il a des avions à réaction Hitler, il est en train de travailler à une bombe atomique, il était en train de la mettre au point. Il voulait mettre les bombes atomiques sous les ailes de ces avions à réaction. Les bombes atomiques étaient trop lourdes pour les avions qui ne pouvaient pas porter ce genre de charge. Hitler avait déclaré la guerre aux États-Unis. Et les États-Unis savaient très bien que, c'est une question de mois, qu'un jour, éventuellement, un avion peut arriver, balancer une bombe atomique sur New York et l'affaire est réglée. C'est-à-dire Hiroshima et Nagasaki, c'est Hitler et c'est sûr. Ce serait les bombes atomiques arrêtées sur le territoire américain. Donc les Américains disent à un moment donné, les Américains, ils n'aiment pas la liberté. Hein. C'est pas ça leur truc. Les Américains, ils défendent leur territoire. Ils ont bien raison d'ailleurs. Nous ferions la même chose, que ce serait très bien. Ils défendent leur ordre. C'est quand ils arrivent le 6 juin 1944, ils viennent pas parce qu'ils aiment tellement la liberté qu'ils sacrifient des gens. Non, ils viennent en disant ce type nous a déclaré la guerre, on lui fait la peau en Europe et puis on essaie d'aller jusqu'en Union soviétique. Enfin, il faut quand même pas réécrire l'histoire. Et Oppenheimer, il est dans cette perspective il faut que nous ayons la bombe atomique, parce que sinon Hitler va l'avoir. Et à un moment donné, il ne se pose pas la question du science sans conscience n'est que ruine de l'âme, et je me demande si vraiment il faut faire, pas faire, etc. Non, c'est pas du tout ça. C'est qu'il dit il faut le faire, et puis les conséquences seront les conséquences, mais il faut faire ça. Et puis on mélange une espèce de procès en macartisme, et c'est ça qui nous est présenté. On dit ah mais il est de gauche, on l'attaque parce qu'il est de gauche. Michel, c'était le vrai Oppenheimer que je citais. Je sais bien, qui était dans une archive de l'INA qui a été diffusée. J'ai lu une fois mais je dis juste que il faut faire attention avec ce personnage. Ne pas imaginer qu'il a été ce que le film raconte. Il a été tout à fait autre chose, et surtout quelqu'un d'extrêmement fragile psychologiquement. Il y a ça en commun avec Elon Musk. C'est-à-dire que quand des gens changent l'humanité, parce que vous changez l'humanité quand vous créez la bombe atomique, et que ces gens qui changent l'humanité ont vraiment des graves problèmes personnels, c'est inquiétant. C'est la question c'est le docteur Folamour. D'accord, il y a eu des bombes atomiques, d'accord, elles ont été utilisées à Hiroshima et Nagasaki, d'accord, Poutine dit attention, je pourrais les utiliser à nouveau, d'accord, on a des nouvelles bombes aujourd'hui atomiques et qui ne sont pas exactement celles d'Hiroshima et Nagasaki, mais la fameuse phrase de Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, reste
Une question d'actualité, une phrase d'actualité. C'était ma première dissertation en seconde, j'avais rien compris à l'intitulé. Et je pense simplement qu'on n'arrête pas la science parce qu'il y a une espèce d'élan vital. Ouais. Et qu'il y a les partisans de Rousseau, il y a les partisans de Hobbes. Les partisans de Hobbes disent « Oh là là, l'homme va encore en faire une catastrophe ». Et les partisans de Rousseau disent « Ah, mais ça va être génial, vous allez voir l'humanité qu'on va avoir ». Je pense hélas que, et je conclurai juste avec une phrase de Pascal qui dit que le cœur de l'homme est creux et plein d'ordures. Voilà qui est une jolie conclusion. Front populaire, le nouveau pire meilleur des mondes, transhumanisme, c'est un dossier complet. Et c'est évidemment en kiosque depuis le 14 septembre, ou à partir du 14 septembre, suivant que vous regardez la vidéo maintenant ou dans quelques jours. Et c'est également sur le site frontpopulaire.fr et vous pouvez toujours vous abonner aussi à Front Populaire. Merci, à bientôt.